Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bonjour, chers auditeurs. Chaque semaine, aux Héros Anonymes, nous vous présentons des gens qui œuvrent en milieu communautaire. Or, on a souvent l'impression que le milieu communautaire et celui des affaires sont deux univers opposés. Pourtant, nos deux invités cette semaine peuvent se qualifier en quelque sorte d'entrepreneurs sociaux. Ils ont vu une opportunité de créer un projet qui répond à des enjeux de société et ils ont trouvé ou ils sont en quête de partenaires financiers pour les soutenir dans leur projet. Depuis des années, notre invité de la seconde partie, Michaël Carlier, organise des événements dont le fil commun est l'innovation sociale ou la nécessaire transition socio-écologique. Pour Michaël Carlier, l'un des enjeux de société sur lesquels on doit impérativement se pencher est le comportement asocial de certains hommes qui représentent 90% des personnes condamnées par la justice. Il a fondé Des hommes qui changent, un organisme qui veut stimuler un changement de culture masculine afin de faire de ce changement un levier de transformation individuelle et collective. Les hommes sont d'ailleurs majoritairement présents dans les métiers d'urgence, pompiers, ambulanciers, policiers, des emplois qui présentent, on va se le dire, des risques psychosociaux élevés. Plusieurs sont d'ailleurs exposés à des événements traumatiques. Ils ont pour complices des chiens d'assistance entraînés par Noémie Labéroy, fondatrice de Les Chiens Togo, qui transforment des chiens abandonnés dans des refuges en bons chiens d'assistance. Une belle histoire que nous racontera Noémie Labéroy après la pause. Spéro est le nom du chien d'intervention Togo qui est au service des ambulanciers et ambulancières à Montérégie. C'est l'un des chiens de l'équipe Togo qui a été mis en place par Noémie Labéroy, qui a donc fondé les chiens Togo et qui en est la directrice générale. Bonjour Noémie. Bonjour. Quelle histoire différente et sympathique que ce projet des chiens Togo. Ben, c'est bien gentil. C'est important pour moi, par contre, peut-être de nuancer que ce n'est plus juste Noémie Labéroy. Et depuis longtemps, c'est une équipe des chiens Togo, une équipe multidisciplinaire. Donc, je voudrais pas m'auto-proclamer tout ce mérite. On aura l'intention, on a l'intention, mais on aura l'occasion de parler des différentes personnes qui œuvrent dans votre équipe, les entraîneurs canins, intervenants psychosociaux et tous les bénévoles aussi qui sont tellement utiles à votre mission. Super. Alors, Noémie, j'ai comme compris que les chiens Togo, ça demeure quand même, c'est comme un peu né d'une certaine manière d'un rêve d'enfance que vous aviez? Bien, en fait, moi, j'étais une enfant qui rêvait d'avoir un chien, effectivement, et qui a grandi avec une maman très allergique à absolument tous les animaux. Donc, j'avais des poissons rouges auxquels je m'attachais fortement. Donc, dans ce sens-là, oui, tout à fait, c'est lié. Et donc, ce chien-là, maintenant, il est multiplié en plus de 60. Vous êtes dit, je peux pas avoir de chien quand je suis petite, mais finalement, quand vous êtes maintenant rendu grande, c'est de nombreux chiens avec lesquels vous collaborez pour faire le bien dans la société.
Absolument, c'est ma passion et puis c'est provenu dans le fond à la fin de mon diplôme en psychoéducation. C'est vraiment là, une demande qui m'avait été formulée dans le cadre de mon travail. Je travaillais pour une compagnie d'éducation canine, parce que vous savez, l'éducation canine et l'intervention comportementale chez l'humain, qui était mon diplôme dans lequel j'étais spécialisée, bien, ça se ressemble quand même beaucoup. Hein? Des fois, ça choque un peu, mais l'être humain est quand même un animal. L'animal social. Et le chien a l'avantage d'être dans le moment présent et toujours volontaire au changement. Et puis, on avait souvent des demandes là, par rapport aux chiens d'assistance, notamment une jeune fille qui est allée chercher un chien en refuge et qui nous avait approché, qui nous avait dit j'aimerais ça que mon chien devienne un chien d'assistance. Et moi, ça m'avait énormément parlé et je n'avais absolument aucune notion à cette époque-là, ça va faire plus que 10 ans, là, par rapport aux chiens d'assistance, aux lois, comment ça fonctionne. Je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse beaucoup. Bénévolement, moi, je suis quelqu'un, quand je suis passionnée, je suis vraiment exagérément passionnée, il faut le dire. Je pense que c'est le trait commun de tous nos héros anonymes qu'on reçoit. Je suis vraiment devenue là, en quête, là, en mission pour savoir comment ça fonctionne, c'est quoi les lois. Et j'avais des préjugés énormes à l'époque envers cette idée-là complètement folle de prendre un chien qui provenait de refuge pour faire un chien d'assistance. Bon, elle allait à l'université, à l'UQAM. Je me disais, mon Dieu, pauvre fille, là, elle est allée chercher un chien tout croche brisé, ça ne fonctionnera pas. Votre préjugé était la provenance du chien, c'est ça? Le fait qu'il provenait d'un refuge? Absolument. Je trouvais ça tout à fait farfelu. J'avais jamais entendu parler qu'un chien de refuge pouvait avoir le profil pour être chien d'assistance. Donc, mon espoir était vraiment très, très faible. Et je lui avais tout nommé ça. Et à ma grande surprise, dans ma formation, moi, j'ai été appelée à construire des questionnaires d'évaluation comportementaux pour les enfants, en fait, pour les humains. Alors, ça a été quand même relativement facile de transposer ça chez le chien et de pouvoir, dans le fond, vérifier plusieurs critères au niveau de la sociabilité qui permettaient de garantir la sécurité du public. Parce que pour moi, la première chose, c'était ça, c'était de savoir, si tu te promènes avec ce chien de refuge-là dans l'UQAM ou dans le métro, est-ce que les enfants, le public est en sécurité? Et j'avais un préjugé, comme je l'ai dit, défavorable. Je me disais, pas sûr. Et à ma grande surprise, ce chien-là, Bucky, était absolument adorable, pro-sociable, calme, complètement confortable en présence d'étrangers, d'enfants, d'adultes, etc. Et s'est révélé être, en quelque sorte, un des premiers chiens Togo, finalement. Et par le biais de mes recherches, ça, c'était un chien d'assistance physique. Mais j'ai vu qu'aux États-Unis, il existait déjà des chiens d'assistance psychologique. Et là, ça me parlait vraiment beaucoup parce que c'était mon domaine d'études. Oui. Et c'est de là qu'est née l'idée, dans le fond, des chiens Togo. Et curiosité comme ça, le nom Togo, ça vient d'où? Le nom Togo, ça vient d'une erreur. C'est souvent les inventeurs. La vie, c'est souvent ça, oui. Voilà. En premier, je cherchais un chien héros dans l'histoire des humains et j'étais tombée sur l'histoire de Balto, qui est un chien qui, dans le Grand Nord, est un chien de traîneau. Et il y a eu une pénurie d'un certain médicament, là. Ça, c'est une vraie histoire, là, en Alaska. Et dans le fond, il y avait une grosse tempête. On peut imaginer en Alaska, les tempêtes sont assez démesurées, là. Et c'était pas possible de faire circuler par voiture ou même par avion ce médicament-là. Et ce qui a été organisé, dans le fond, c'est un relais de musher, donc de chiens de traîneau. Et Balto est le chien de tête qui est arrivé à la fin du relais. Bon, ça a bien fini. Les médicaments ont pu être délivrés. Plein de personnes ont été sauvées, des enfants notamment. Et là, je me trouvais très original d'avoir ce chien-là. Et rapidement, après avoir commencé à fonder les chiens Balto à l'époque, j'ai reçu des appels comme quoi il y avait confusion parce qu'il y avait d'autres chiens Balto. Donc, je n'étais pas originale avec mon nom. Et je suis retournée dans l'histoire de Balto pour apprendre, pour réaliser que, dans le fond, un des héros oubliés de cette histoire-là, c'est qu'il y a un des mushers qui est arrivé au relais pour passer le médicament à un autre musher avec ses chiens de traîneau, mais il n'était pas là. Donc, ce musher-là, avec ses chiens, ont dû parcourir le double de la distance. Et le chien de tête de ce traîneau-là, c'était Togo. Mais Togo, comme il n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, il n'a pas reçu toute la gloire. C'est un peu comme quand on essaie d'ouvrir un pot de pickle, là, puis qu'on tire très, très fort, mais finalement, quelqu'un d'autre arrive, ouvre le pot et a tout mérite d'être fort. Bon, fait que là, moi, je trouvais qu'il était temps qu'on rende gloire à Togo. Et
Je ne dois pas être la seule parce que quelques années plus tard, Disney a fait un film qui s'appelle Togo et qui est sur ce chien-là qui était dans l'ombre. Donc voilà. Ben voyez-vous, on a d'une certaine manière une mission en commun de ramener des gens, on dit à l'émission Les Héros Anonymes, de faire en sorte qu'on vous connaisse davantage. Donc, c'est un peu ce que vous faites avec Togo. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement. Et oui, Togo est un héros anonyme, tout à fait. On va parler tout à l'heure, justement, de cette transformation-là qui est faite entre les chiens de refuge qui deviennent des chiens d'assistance. Mais d'abord, je veux comprendre bien, quand on parle de chiens d'assistance, de quoi on parle? Surtout que vous avez choisi pour votre organisme, de vous concentrer sur les métiers d'urgence. Comment est venu le choix de cette clientèle? Bon, ben là, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller. D'abord, c'est important, au niveau du mot chien d'assistance, ben il y a clairement confusion. Parce que, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de Spéro avec l'acétam, Spéro n'est pas un chien d'assistance. Spéro est un chien d'intervention. Exactement. Un chien d'assistance, puis on en a chez les chiens Togo, on a nos chiens Togo d'assistance psychologique. C'est un chien qui est attitré à un seul individu qui a une condition qui justifie la présence de l'animal à ses côtés, dans les endroits publics notamment, et sans qui si le chien n'était pas là, la personne ne pourrait pas être seule dans les endroits publics de manière autonome. Donc ça, c'est un chien d'assistance. Un chien comme Spéro, qui est pour l'acétam, qui est un chien Togo d'intervention, la différence, c'est que ce qu'on vise avec les chiens d'intervention, c'est la prévention d'un trouble. Donc le trouble psychologique n'est pas déjà présent. Là, dans ce cas-ci, on parle évidemment du potentiel trouble du stress post-traumatique qui, dans les métiers d'urgence, les employés sont évidemment énormément plus à risque. Là, on parle au cours de la vie d'un individu, là, 1 à 3 événements au potentiel traumatique va être rencontré, alors que dans leur carrière, les policiers, les paramédics, on parle de 450 et plus. Wow, c'est vraiment une grosse différence. Et ce n'est pas si ça arrive, c'est quand et combien de fois? Absolument. Et comment ensuite on vit ça. Et c'est ça l'impact du chien d'intervention dans une unité, au-delà, d'être agréable évidemment pour l'environnement, de diminuer la tension au sein de l'établissement. C'est sûr qu'il y a tous ces avantages-là du chien au niveau du climat. Mais au-delà de ça, ce qu'on espère, c'est que l'employé des métiers d'urgence, disons, on va prendre par exemple un paramédic qui a vécu une situation absolument atroce, au potentiel traumatique, qui s'assoit en débriefing avec un intervenant psychosocial, parce que le chien n'est pas magique par lui-même. Ça prend aussi quelqu'un de formé dans le domaine. Mais ce qu'on fait comme hypothèse, c'est que on ne sait pas pourquoi 2 personnes exposées à la même situation vont pas nécessairement tous les 2 développer un trouble du stress post-traumatique, mais on sait qu'au niveau d'un facteur de protection important, c'est le fait de pouvoir en parler, de pouvoir verbaliser ce qui a été vécu. Et c'est là qu'on souhaite, dans le fond, que Spéro, par exemple, ou nos autres chiens Togo d'intervention soient aidants et facilitants. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que peut-être que dans la pièce de débriefing, il y a un paramédic qui n'aurait pas parlé, qui n'aurait pas été capable de prendre la parole sur ce qu'il a vu, mais parce que le chien est présent, par sa présence rassurante, puis parce que aussi on va entraîner le chien à détecter certains signes puis agir d'une certaine façon, cette personne-là a pu parler et c'est ce qui aurait prévenu le développement potentiel d'un trouble post-traumatique. Donc le chien aide à ouvrir la discussion. C'est l'hypothèse qu'on fait, c'est l'espoir qu'on a, et dans certains cas, ça peut être le cas. Mais moi, de par ma formation, je trouve ça important de toujours bien préciser que le chien n'est pas magique et le chien n'est pas indiqué pour tout le monde. Et ce n'est pas n'importe quel chien qui est aidant. Donc, je trouverais ça risqué. Quelqu'un qui entendrait l'émission qui dirait « Oh mon Dieu, on va aller chercher un chien, puis on va le mettre là, on va le tenir avec nous, puis on n'aura pas de stress post-traumatique dans notre établissement. » Mais c'est un gros danger, là, parce que ça prend un chien avec un certain profil. Ça prend aussi des intervenants psychosociaux qualifiés. Et pour certaines personnes, il y a des gens qui ont peur des chiens. Oui. Ça ne serait pas aidant là, d'avoir un chien dans la pièce. Donc, il faut faire attention. Je tiens toujours à le préciser quand même. Oui, bien c'est ça. Ça prend un encadrement vraiment de gens qui connaissent autant la nature humaine que la nature des chiens. Et c'est votre cas. Je vous propose, Noémie, de prendre une courte pause et on parlera du profil des chiens tout de suite après. Parfait.
Vous écoutez Les Héros anonymes avec Chantal Doré au micro, en entrevue avec la fondatrice et directrice générale de Les Chiens Togo, Noémie Labbé-Roy. Noémie, on a parlé un petit peu du profil des chiens et vous nous disiez d'entrée de jeu que vous aviez peut-être certaines appréhensions par rapport aux chiens de refuge, et avec tout le travail que vous avez fait, vous avez été en mesure d'établir certains critères qui font que certains chiens peuvent devenir de bons chiens d'assistance. Donc, comment on fait pour les identifier? Bien, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que les chiens qui ont le profil pour devenir chien d'assistance ou chien d'intervention sont rares. Et ça, c'est important parce que c'est un projet dangereux d'aller chercher un chiot ou même un chien quelconque dans un refuge et penser que ça va devenir notre chien d'assistance. Moi, d'expérience, avec 10 ans chez les chiens Togo puis des centaines de chiens d'évalués, je pourrais vous dire que moins de 2% des chiens ont le profil recherché. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, pour ce qui est de notre fonctionnement chez Togo, on a 35 refuges partenaires à travers la province et on a une armée de bénévoles qu'on a formés pour évaluer d'abord une première évaluation dans le refuge pour distinguer quel chien semble avoir le profil. Mais évidemment que cette première évaluation est loin d'être complète pour avoir le profil d'un chien. Donc ensuite, on sort le chien de ce refuge-là et il est placé pendant plusieurs semaines chez un de nos bénévoles et il est en évaluation constante. Cette évaluation-là est réalisée par étapes, par protocole et doit être filmée. Parce que une fois qu'une personne a un chien chez lui, elle n'est plus du tout objective. Oui. C'est normal. Et on ne veut pas être dans des perceptions. Vous devez vraiment évaluer selon un comportement que vous pouvez observer. Absolument. Alors, on ne peut pas dire le chien, c'est parce que, on s'en fout complètement, c'est parce qu'on observe des comportements liés à quelque chose c'est très, très scientifique comme méthode. Qu'est-ce qu'on va rechercher, dans le fond, c'est premièrement un chien avec un niveau d'adaptation, des capacités d'adaptation complètement hors norme. C'est-à-dire que le fait d'avoir été dans un refuge, c'est quand même un certain traumatisme d'avoir été abandonné. Et là, le chien, on lui donne une chance de se faire des repères. Évidemment qu'on ne commence pas l'évaluation jour 1. Là, on laisse le chien arriver chez le bénévole. Exactement. Mais quand même, rapidement, le chien doit présenter un niveau d'anxiété très faible, semble avoir ses repères, semble avoir sa petite routine. Autrement dit, le chien n'est pas un paquet de troubles. Parce que dans sa vie de chien d'assistance, c'est ce qu'il va devoir faire constamment. C'est-à-dire qu'il va se promener à l'épicerie, ensuite il va aller, exemple, à l'aréna ou pour une partie de hockey de l'enfant du policier qui l'accompagne, etc. Et si à chaque fois son monde s'écroule, il ne sera pas heureux. Et ça, c'est un critère important pour les chiens Togo. Dans notre évaluation et dans notre entraînement, on a une énorme éthique de l'animal. Donc oui, le bien-être de l'humain est évidemment très, très important, mais le bien-être du chien aussi. Et on peut penser au départ que justement qu'un chien abandonné, puis là, il faudrait clarifier ce qu'on veut dire par abandon, peut lui emmener du stress à la base. Donc, puis on s'entend qu'un chien anxieux, il ne peut pas être aidant. Mais là, ce que je comprends, comme tout individu, il y a des gens qui vivent des gros traumatismes dans la vie et qui ont une capacité de résilience extraordinaire. Donc, c'est la même chose chez les chiens. Absolument. J'aime beaucoup votre paradoxe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a grandi avec une situation qui a eu certains défis de vie qui peuvent effectivement représenter un grand stress qu'à l'âge adulte, on a nécessairement un trouble d'anxiété généralisée ou qu'on ne fonctionne pas du tout au niveau de nos capacités d'adaptation. C'est la même chose chez les chiens. Reste que, je le redis, c'est quand même rare et une exception. Puis on peut peut-être penser aussi que, lorsqu'on décide d'adopter un chien, on doit faire une adoption responsable, et le fait qu'un chien finalement aboutisse en refuge, est-ce que ça peut parler déjà du type de peut-être d'adoption ou de personnes qui n'ont pas nécessairement vu à quel point c'était une responsabilité importante et une grande décision? Ça doit parler un petit peu du maître qui le confie en refuge? Il y a de ça, mais il y a aussi certaines raisons tout à fait légitimes. C'est sûr que là, en disant, j'ai vu toutes sortes d'atrocités, de raisons d'abandon, de saisie aussi du MAPAC parce que les animaux étaient dans des conditions horribles, oui. Mais il y a aussi la situation, exemple, une personne seule qui se blesse, qui se fait hospitaliser, qui, je sais pas moi, qui progresse dans l'Alzheimer graduellement, qui doit être placé. Son chien, qu'est-ce qu'on en fait de ce chien-là?
Parfois, ils se retrouvent en refuge et c'était pas nécessairement un abandon là, qu'on imagine là, méchante, là, si on peut dire le terme, là, que le chien est attaché là, sur le bord du refuge puis par des gens là, qui ont mal évalué. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi certaines raisons que je dirais plus légitimes pour laisser partir son chien et aussi au-delà des refuges. Mais parfois, on a des individus qui nous écrivent et qui communiquent avec la Fondation Les Chiens Togo qui disent « pour telle raison, moi, je ne peux plus m'occuper de mon animal. Est-ce que vous pourriez l'évaluer et peut-être le prendre? Puis je serais un peu moins peinée s'il pouvait devenir chien Togo. » Donc, à ce moment-là, plutôt que passer déjà par le refuge, qui est une forme quand même de stress, il va tout de suite être évalué pour être un chien d'assistance ou d'intervention. Exactement, c'est arrivé. Il y a plein de circonstances. Il peut y avoir, par exemple, la naissance d'un enfant qui, 3 ans plus tard, a des grosses réactions allergiques. Est-ce qu'on peut blâmer le parent de devoir relocaliser l'animal? Je ne pense pas. Oui. Et est-ce que c'est une initiative que vous souhaitez multiplier? Est-ce que c'est un appel qu'on peut faire aux gens? Est-ce que c'est une direction vers laquelle vous voulez prendre, qu'on vous appelle directement? Bien, c'est sûr que l'option existe, mais il faut comprendre que les chiens Togo répondent à 2 besoins de société que moi, comme fondatrice, j'aimerais mieux qu'ils n'existent pas. C'est le cas de... Oui, s'il n'y avait plus d'abandon animal, je serais bien contente, comme s'il n'y avait plus de stress post-traumatique aussi. Donc, voilà. Mais oui, il est possible de nous appeler directement, nous envoyer un courriel si la personne ne peut plus s'occuper de son animal, effectivement. Mais je n'encouragerai pas un abandon massif. Là. Non, bien sûr, bien sûr. Puis je crois même que vous faites certaines interventions au niveau de l'adoption responsable aussi. Oui, c'est très important. C'est un enjeu qui nous tient vraiment très à cœur. On a notamment comme président Jean Lessard, qui a animé longtemps l'émission On s'aime en chien, qui est le président de notre conseil d'administration. On a plusieurs personnes là, dans l'équipe Les Chiens Togo pour qui, comme je disais tout à l'heure, là, le bien-être de l'animal et l'adoption responsable sont vraiment là, des valeurs excessivement importantes. Et dites-moi, Noémie, en 10 ans d'existence, combien de personnes vous avez aidé, ou plutôt, je dirais, de chiens, parce que j'imagine que, surtout pour les chiens d'assistance, il y a la famille qui est autour, donc ça doit être difficile d'évaluer le nombre de personnes à aider, parce que c'est peut-être le policier, la policière, le militaire, mais aussi sa famille. Exactement. C'est-à-dire qu'on a aidé vraiment des centaines et des centaines de chiens et d'humains. Pas nécessairement aussi facile que de dire, un chien, un humain qui est accompagné par ce chien-là, parce que, comme vous le nommez, il y a plusieurs chiens qui sont passés par notre programme, qui n'ont pas été retenus comme chiens Togo, mais qu'on a replacés, nous, dans des adoptions qui perdurent. On reçoit des nouvelles de la famille et tout ça. Donc, dans ces cas-ci, on peut dire, même si le chien n'est pas devenu chien d'assistance, mais il est heureux, on l'a aidé. Puis pour ce qui est des humains, mais si on regarde justement Spéro qui est à la CETAM, je crois qu'il y a environ 500 employés à la CETAM. Donc, c'est difficile de calculer qui exactement a eu cet impact-là, mais on a certainement passé là, des centaines et des centaines. Donc, quel est son emploi du temps à Spéro au quotidien? Bien, ça va vraiment être selon les besoins du milieu. C'est sûr qu'il est là, il est présent à tous les jours dans la caserne, par exemple, à la cafétéria quand c'est l'heure de manger, comme je le disais, pour avoir un impact au niveau de l'environnement, parce que juste le fait d'avoir cette grosse face de chien contente-là, oui, c'est quelle race, Spéro? Oui, on observe la tension qui diminue, on sent là, que c'est moins... on peut, par exemple, sortir, jouer avec lui, jouer à la balle, le promener, etc. Sinon, dans d'autres cas, ça va être vraiment là, des interventions directement avec un employé. Et qui s'en occupe le soir? Il dort où, Spéro? Ça, c'est très important pour notre organisme. Le chien n'est pas dans l'établissement. Là. C'est pas, il faut vraiment qu'il soit associé à un humain, qui est son humain pour la vie, qui est son manieur. Dans ce cas-ci, c'est son humain est Marc-Olivier Yel, qui est superviseur à la CETAM. Donc, c'est son chien, c'est son humain aussi. Donc, au-delà d'être chien Togo d'intervention et même chien d'assistance, nous, on dit toujours, le chien doit aussi être simplement un chien. Oui. Puis on ne doit pas le perdre de vue parce que c'est important, il a besoin de jouer, il a ses propres besoins à lui aussi. Donc oui, il peut nous aider, mais en retour, on doit s'assurer aussi qu'il a une belle vie, cet animal. Par curiosité, de quelle race il est, Spéro?
C'est-à-dire que nos chiens, on n'a absolument aucune idée de quelle race ils sont dans la grosse majorité du temps parce que selon leur provenance d'un chien Togo à l'autre, comme je l'ai expliqué, dans les refuges, quand ils proviennent de refuges, ben, on ne peut pas retracer là, toutes les origines génétiques. Et même si un chien a physiquement l'air de telle race, ben, si on faisait vraiment une évaluation là, de l'ADN de cette génétique, on pourrait se rendre compte qu'il est extrêmement loin de cette race-là finalement, parce que c'est un petit pourcentage. Donc, pour nous, ça fait pas de sens de parler de race et aussi parce qu'une fois qu'un chien a passé à travers tous nos protocoles d'évaluation qui sont vraiment très exhaustifs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bien pour nous, le chien est qualifié puis c'est un chien Togo. La race n'a plus d'importance, le chien se qualifie ou pas. Quelle belle démarche inclusive. Mais donc, on peut pas en conclure qu'il y a on pourrait pas en conclure qu'il y a certaines races qui sont plus appropriées pour ce type de travail. Non, je trouve ça très dangereux. Je crois ne pas me tromper qu'aux États-Unis, la race qui a le plus de morsures à son actif est le Labrador. Contrairement à ce qu'on pense, là, il y a certaines races pour qui on a des préjugés favorables. Les races sont des tendances comportementales. Donc, c'est sûr, par exemple, si on parle d'une race comme le Husky, ben, normalement, des Huskies, vu leur origine, ils vont avoir un haut niveau d'énergie. Cela dit, on a déjà eu chez Togo un chien qui avait en lui du Husky et qui était une vraie patate. Donc, c'est vraiment, faut voir le chien, nous, en tout cas, on voit le chien comme l'individu avec un potentiel d'influence héréditaire, mais souvent, comme j'ai expliqué, on n'a pas de toute façon accès à ça. Donc, pour nous, c'est pas valide comme information. Bon, mais je refais encore le même parallèle. C'est un peu comme les humains. On peut avoir des enjeux qu'on qualifierait de génétiques, puis ça se développe jamais. Donc... Absolument. Dites-moi, Noémie, comment on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider financièrement également? La réponse est très plate, mais effectivement, ce qu'on a le plus besoin chez Togo, c'est l'aspect financier. Tous nos services sont offerts gratuitement. On n'a accès à aucune subvention gouvernementale parce que oui, les animaux, c'est un domaine qui est moins reconnu au niveau des prestances gouvernementales. Donc, la meilleure façon d'aider chez Togo, c'est de faire un don et de nous soutenir financièrement. Excellent. J'invite donc nos auditeurs intéressés à visiter votre site Internet et découvrir cette magnifique histoire. Merci beaucoup, Noémie. Merci à vous. Noémie Labérois, fondatrice et directrice générale des Chiens Togo. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler d'enjeux masculinistes, de la place de l'homme au niveau des émotions. Bon, il y a eu, entre autres, le documentaire Mâle Alpha qui a fait couler beaucoup d'encre numérique et on avait envie de réfléchir avec un homme qui, ma foi, semble avoir intégré de belles qualités qu'on dit féminines et qu'au fond, on devrait tout simplement dire des qualités humaines. Alors, il se décrit comme un entrepreneur social et ça sera intéressant de pouvoir développer avec lui tous ces sujets. Il s'appelle Michael Carlier et son organisme tout nouveau, ça date de 2023, s'appelle Des hommes qui changent. Bonjour, Michael. Bonjour, Chantal. Okay. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Des hommes qui changent? C'est une petite question qui peut avoir une longue réponse, mais on a du temps. Mon parcours, donc vous le disiez, je suis entrepreneur social. J'ai eu une autre entreprise pendant plus de 15 ans, Novae, qui était un média en développement durable, qu'on a fermé post-pandémie pour toutes sortes de raisons. J'avais fait un peu le tour de ce sujet-là et la question des masculinités, si on met un pluriel, était un sujet qui me faisait réfléchir depuis longtemps. J'ai écrit un roman qui est sorti en 2022, qui est une fiction, mais que finalement, je me suis rendu compte un peu après coup presque, que c'est une histoire de transgénérationnel, finalement de parcours entre des hommes, des pères et des fils. Finalement, la masculinité était déjà intrinsèquement là, oui. Un peu en arrière-plan, mais finalement qui était là. Et puis, en fait, c'est des réflexions où je me suis rendu compte que la question de la masculinité, ça nous touche individuellement. Moi comme homme, en tant que père, en tant qu'amoureux, évidemment, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui cherche à grandir dans la vie. Et c'est aussi une question, j'en parlais avec des amis hommes, et je sentais que ça vibrait, qu'il se passait quelque chose.
Et puis, en fait, c'est plusieurs lectures qui m'ont amené à réaliser à quel point ce sont aussi des gros enjeux collectifs. Et peut-être qu'on va pouvoir approfondir là-dessus, mais c'est là que ça m'a amené à me dire, mais il faut qu'on adresse cette problématique-là, cet enjeu-là. Il n'y a rien qui aborde finalement de façon plus saine, de façon plus positive les masculinités. Vous le disiez en introduction, on parle beaucoup des masculinités toxiques, mais ce n'est pas que ça, heureusement, d'être homme, même si c'est ça qui prend beaucoup de place dans le discours public. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre proposition, finalement? Et c'est ça qui m'a amené, avec quelques personnes autour de moi, évidemment, à structurer, à mettre en place cet organisme qui est effectivement tout récent. Il y a beaucoup à faire. Oui, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Michel Doré, qui a écrit le livre sur la masculinité toxique. Et dans le fond, ce qui met en opposition, c'est la masculinité versus la virilité. Souvent, ce qu'on associe à de la masculinité toxique est plus associé à des comportements virils qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, alors qu'être masculin, il n'y a pas de bon, mauvais en soi. C'est une énergie comme telle. Donc, c'est assez récent qu'on parle de masculinité toxique, mais ce que j'aimais sur votre site Internet, c'est que vous interpellez les gens en disant... les hommes en disant, est-ce que n'avez-vous jamais fait, par exemple, une blague sexiste? N'avez-vous jamais... Et finalement, ça amène un petit peu à se remettre en question. Oui, ce que vous citez sur le site, en fait, on l'a repris du livre Cocorico de Michael Bergeron, qui effectivement met en lumière un peu qu'effectivement, tous, on a, j'ai envie de dire, un peu de toxicité, mais j'aime pas trop le formuler comme ça, mais on a tous un peu des comportements qui peuvent être déplacés ou en tout cas pas appropriés dans certaines mesures. Qui sont associés à une perception, on parle de... On disait avant des mononcles. Oui. Dire masculinité toxique, qu'on parle de commentaires déplacés, qu'on parle de regard ou d'attouchement, mais il y a eu une certaine époque où on n'associait pas ça à des comportements toxiques. On disait que c'était ça, tout bon mononcle dans un party de Noël avait cet agissement-là, mais c'est le fruit d'une époque. Oui, mais en même temps, je pense qu'on est encore, dans une certaine mesure, dans cette continuité de cette époque-là. Nous, ce qu'on cherche à faire, ou en tout cas ce sur quoi on veut travailler, c'est cette socialisation des hommes. Pourquoi ces commentaires-là sont permis? Parce que dans la socialisation, c'est correct, voire même favorisé de dominer la femme, et ou même d'autres populations aussi. Donc, c'est l'homme blanc hétérosexuel cisgenre, là, si on rentre de façon très, très précise dans des catégories, qui est censé être en haut de la pyramide et qui peut se permettre donc de dominer les autres, ou même qui doit dominer, parce que c'est ça aussi, c'est de devenir dans notre identité, il faut dominer pour être un homme. C'est ça qu'on cherche aussi beaucoup à articuler, à documenter ou à déconstruire. C'est comment on peut être un homme autrement, finalement, sans être dans cette domination-là. Parce qu'on est socialisé de cette façon-là. Aujourd'hui, pour être un homme, pour être reconnu parmi les hommes, j'ai envie de dire, il faut encore être dans cette domination-là. Donc, comment on peut être homme? Comment on peut créer de nouveaux super-pouvoirs? On essaye d'amener un peu cette discussion-là. Comment on peut être dans l'empowerment masculin, ce qui pourrait être un peu contradictoire, parce que l'homme, a priori, a beaucoup de pouvoir déjà. Déjà de reconnaître ce pouvoir-là. Exactement, mais comment orienter cette puissance, ce pouvoir vers quelque chose de beaucoup plus sain pour soi et pour les autres, parce que c'est ça aussi notre articulation, notre argumentaire, j'ai envie de dire. On ne le fait pas pour les autres, on le fait aussi d'abord peut-être pour soi, pour être mieux avec soi-même, pour être mieux avec les autres. Donc, vous souhaitez, dans votre mission, accompagner les hommes et les organismes. Donc, quel type d'activité vous offrez? Oui, parce que notre vision des choses, c'est qu'effectivement, il y a l'individu qui a un cheminement potentiellement à faire s'il a cette ouverture-là. Évidemment, on ne partira pas de quelqu'un qui est complètement bloqué dans l'autre extrême du spectre. Mais les organisations, notamment les employeurs, les grandes entreprises, mais en tout cas les organisations au sens plus large, sont des écosystèmes de transformation qui sont incroyables, parce qu'évidemment, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'employés dans les organisations. Il y a une capacité de changement qui est forte. Une de nos portes d'entrée, c'est à travers les grandes entreprises qui mettent en place des pratiques de DI, équité, diversité, inclusion, donc pour mettre beaucoup plus de place, de donner beaucoup plus d'opportunités pour notamment les femmes, les personnes racisées, etc. Et qui se confrontent à des enjeux où les hommes blancs, encore une fois, se sentent menacés, se sentent plus au goût du jour, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de friction potentiellement autour de ces thématiques-là. Donc notre proposition, c'est comment
accompagner les hommes dans cette transformation de la société, mais qui s'articule aussi dans les organisations, chez les grands employeurs. Comment on accompagne l'homme à comprendre ce qui se passe finalement autour de lui, comment il peut se sentir non plus menacé, mais de voir ça comme des opportunités, comment il peut à nouveau trouver sa place, mais une place saine qui laisse la place aux autres sans se sentir menacé. Donc ce qu'on propose, c'est des espaces à la fois de conversation, d'écoute des hommes. Encore une fois, ça peut paraître contradictoire, mais les hommes, s'ils ont beau avoir le micro, généralement, ils ne parlent pas d'eux dans leur intimité, ils parlent dans un discours public, mais donc à la fois écouter les hommes, puis les accompagner dans une conversation posée, sereine, sur comment on peut avancer collectivement. J'aime particulièrement cet angle de l'équité, diversité, inclusion que j'anime ici à Canal M, une série qui s'appelle Inclusion Inc., où je reçois des responsables de DI. Et d'ailleurs, je pense qu'on vous invitera à creuser un peu. Parce qu'effectivement, c'est une manière d'aborder les deux thèmes. C'est comme une alliance que vous faites entre deux thèmes intéressants. C'est absolument... j'ai envie de dire même c'est plus qu'une alliance, parce que pour moi, aujourd'hui, le DI manque un gros morceau, et puis beaucoup d'employeurs me le confirment. Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que le DI n'avance plus comme on aurait voulu que ça avance il y a 5 ou 10 ans, parce qu'une énorme partie des équipes, finalement, les hommes majoritairement, n'embarquent pas dans ce projet-là. Donc, il y a un gros problème. On ne peut pas inclure si le plus gros des gens ne sont pas dans cette posture-là. Donc là, il y a un gros problème à régler, effectivement, là-dessus. On se gardera cette conversation-là pour Inclusion Inc. Ce qui m'a assez fasciné quand on entre dans votre site, déjà, texto, on dit « Les hommes sont responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux ». Et on lit que c'est un problème systémique. Et on le sait, là, au niveau des enjeux culturels, on s'est obstiné longtemps à savoir systémique, pas systémique et autres, mais je voyais que vous le cantonnez, là, vous le dites, c'est un problème systémique. Oui, je pense qu'on le voit à toutes les échelles, j'ai envie de dire, à la fois dans les organisations, dans nos familles, dans la société. Je pense que c'est largement démontré. Puis, effectivement, cette citation où l'aspect de l'écrasante majorité des comportements asociaux sont le fait des hommes. Je tire ça d'un livre très intéressant de Lucille Pétavin, qui est une historienne française qui a écrit « Le coût de la virilité ». Combien coûte la virilité? C'est des chiffres astronomiques? En France, elle a documenté que ça coûte 95 milliards d'euros par année. C'est-à-dire que là, c'est prendre à la fois tous les frais pour prendre soin des victimes de violences de toutes sortes, mais c'est aussi réparer le mobilier urbain, par exemple, à la sortie d'un match et qu'il y a des émeutes ou qu'il y a des manifestations violentes, etc. C'est mobiliser la police, c'est mobiliser les pompiers, c'est mobiliser les ambulanciers, etc. Elle a chiffré que c'est 95 milliards d'euros. Non pas tant à cause des hommes, mais de la façon dont on socialise, encore une fois, les hommes dans cette violence qui est acceptée, qui est tolérée, voire éventuellement même encouragée, dans cette domination. Donc, c'est aujourd'hui, effectivement, quand on lit les journaux, quand on lit les faits divers, j'ai envie de dire, 95% du temps, il s'agit d'hommes qui ont commis des actes répréhensibles ou néfastes pour le vivre ensemble. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas une fatalité, ça. C'est ça, en fait, qu'on cherche à dire, en tout cas, on est plusieurs à chercher à dire. Ce n'est pas une fatalité. L'homme ne naît pas violent et impulsif de cette façon-là. C'est la façon dont on l'autorise à explorer d'autres choses de la facette. Vous parliez d'humanisme au début de la discussion. C'est là. C'est comment on peut aussi mettre en avant d'autres comportements, d'autres aptitudes, finalement, sociales. Et il y a quelques années, j'aurais eu l'impression de recevoir votre discours en disant « c'est fini cette époque-là, on est passé ailleurs, on est rendu ailleurs, particulièrement au Québec, où on sent vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. » Et il se trouve que j'ai un garçon de 21 ans qui m'a parlé d'Andrew Tate. Je ne savais pas c'était qui. Et quand j'ai entendu cet individu, que d'ailleurs, on parle dans le récent documentaire Mâle Alpha, je vous avoue que je suis tombée des nues. Je n'avais pas l'impression que de tels discours masculinistes, parce que tout ce que vous dites, c'est comme s'il y a une valorisation, tout à coup, un retour à des rôles traditionnels, à que l'homme doit être un pourvoyeur, doit protéger sa famille. Puis en soi, c'est bien de valoriser l'aspect familial et tout ça,
Mais dans le discours d'Andrew Tate et d'autres influenceurs, là, on est dans une propagation de violence contre les femmes. Oui, absolument. Oui, puis aujourd'hui, en fait, c'est que ces masculinistes-là viennent répondre à quoi? Ils viennent répondre à un grand vide devant les hommes. Une perte de repères. Une perte de repères. Oui. Et il n'y a aucune proposition autour de le féminisme ou les féminismes de décennie en décennie. On fait beaucoup de propositions pour l'émancipation des femmes. Là, parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles devaient réagir. Absolument, oui. Et les hommes n'ont pas eu leur équivalent. Donc les hommes sont un peu restés presque dans les années 50, si on schématise un tout petit peu, là, mais il n'y a pas eu cette évolution dans la réflexion de comment l'homme peut continuer à s'émanciper dans une société qui évolue. Et aujourd'hui, les masculinistes, en fait, s'engouffrent dans cette brèche, dans ce vide-là pour les hommes qui ont peur, qui sont frustrés, parce qu'il y a beaucoup de frustration chez les hommes, parce qu'effectivement, les femmes prennent trop de place, etc. Et ils sont complètement perdus. Il n'y a plus de code pour être épanouis, finalement. Et donc, les seuls codes qui restent, c'est ce que les masculinistes utilisent, c'est les codes précédents. Non, pour être épanoui, sois l'homme pourvoyeur, renvoie ta femme à la cuisine, etc. Donc, mais c'est quoi l'alternative? C'est un peu ce qu'on cherche à proposer, finalement. Comment on peut créer d'autres types de discussions et surtout comment on peut créer d'autres types de codes pour l'épanouissement des hommes dans une perspective égalitaire. J'ai envie de dire, renvoie ta femme à la cuisine. Encore faut-il que ce soit lui qui ait la possibilité de la renvoyer quelque part. Mais, vous voyez? Donc, c'est un discours un petit peu à contrario, tout ça, de développer des nouveaux repères, des nouveaux modèles. C'était un peu l'idée peut-être du concours que des hommes qui changent a lancé. Oui, absolument. On a créé... moi, j'aime beaucoup les concours. J'en ai créé toutes sortes dans ma carrière. Non pas pour l'aspect compétitif, mais plus c'est l'occasion de raconter des histoires. Oui. À la fois de mettre de l'avant des comportements, des individus, des initiatives qui sont inspirantes, mais de raconter ces histoires-là. Et justement, pour qu'on ne raconte pas que des histoires de masculinité toxique, qu'on ait l'opportunité de raconter d'autres types d'histoires autour des hommes. Donc, on a créé effectivement le concours pour une première édition dont les résultats ont été dévoilés en juin dernier, pour effectivement mettre de l'avant, mais c'est quoi des hommes qui peuvent être épanouis sans être dans cette colère, dans cette frustration, qui l'ont peut-être été à un moment dans leur vie, c'est correct, on ne naît pas parfait, et ils ne le sont pas pour autant, mais comment on chemine et comment on peut s'épanouir. Donc effectivement, on a mis de l'avant ce concours, on a eu trois lauréats cette année, avec des profils très très différents, l'un qui travaille sur la photo et qui fait de la recherche sur l'image du corps masculin, parce que là aussi, il y a beaucoup d'injonctions. Il faut être musclé, il faut être fort, etc. Non, on peut être homme et puis être migrichon, bedonnant, et puis être beau et intéressant pour autant. Donc bref, c'est finalement de raconter, encore une fois, de montrer des modèles. Et on a envie que ce concours, évidemment, gagne en popularité et en visibilité au fil des années. Mais l'idée, c'est de montrer effectivement qu'on peut être homme avec beaucoup de S, cette pluralité de la masculinité. C'est ça qui nous intéresse. Oui, d'offrir plusieurs visages à la masculinité. Michael, on fait une courte pause, puis on poursuit la discussion. Très bien. Merci. De retour en studio avec Michael Carlier, qui a fondé en 2023 l'organisme des hommes qui changent, qui a pour mission d'accompagner les hommes et les organisations dans l'identification, la mise en valeur et l'adoption de codes masculins positifs. Bon, c'est une bien grande mission, tout ça sur papier, mais concrètement, comment on fait vivre ça? Par où on commence? Les parents, les grands-parents, l'école, la garderie, les médias... J'aurais envie de dire partout. Tout. Vous le disiez, ça fait même pas 2 ans qu'on existe. On arrive aussi avec beaucoup d'humilité. Le chantier ou les chantiers sont colossaux. Donc, c'est pas nous tout seuls qui, en quelques mois ou quelques années, allons tout changer. Ce qu'on propose, c'est peut-être d'amener, nous, en tout cas, notre participation à cette évolution-là.
Ce qu'on a commencé à faire, c'est rentrer un peu en contact, je le disais, avec des employeurs, avec des organisations. Plusieurs plutôt établissements scolaires rentrent en contact avec nous aussi. J'anime certains cercles de parole pour des hommes dans des milieux plus de famille et de parentalité. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, on essaye des choses. On voit où est-ce qu'il y a de l'appétit et de la réception pour ça. On est aussi, pour l'instant, beaucoup bénévole. Moi, j'ai un autre métier, j'ai envie de dire, de consultant en communication et impact social à côté, parce que pour l'instant, on fait ça de façon principalement bénévole. Donc, l'idée, après, c'est de voir où est-ce qu'on a effectivement des leviers de transformation à court, moyen, long terme, où est-ce qu'il y a de l'appétit, où est-ce qu'il y a des financements qui peuvent arriver, évidemment, avec ça. Mais toutes ces sphères-là, parce que la masculinité s'exprime dans toute notre vie, donc à la maison, au travail, avec nos enfants, avec notre conjointe, nos conjoints, etc. Donc, c'est de voir où est-ce qu'il y a des opportunités de changement. Donc là, c'est ça. J'en ai nommé quelques-unes qu'on a commencé à faire. C'est un sujet qui est émergent parce que le sujet aussi fait un petit peu peur. Parce que dans quel sens? Dans le sens où, quand on parle des hommes, encore une fois, on l'associe à masculinité toxique, on l'associe à conservatisme, on l'associe à Andrew Tate. Donc, tout d'un coup, ça fait peur. Parler des hommes, mais non, les hommes, déjà, on parle déjà assez d'eux. Et quand on en parle, en plus, c'est en mal. Donc, il y a quelque chose, il y a une espèce d'appréhension d'aborder le sujet, mais qui est absolument nécessaire. Si on veut que la société continue à évoluer positivement, il faut que la moitié de la population embarque aussi dans cette conversation. Donc, il y a cet accompagnement aussi dans cette acceptabilité sociale, j'ai envie de dire, de oui, ce sujet-là, il faut l'adresser, adressons-le intelligemment. Avez-vous senti que dans vos interventions, vous avez fait évoluer la pensée de certains hommes? Oui, absolument. C'est ça qui est magnifique. Heureusement, parce que ça pourrait être décourageant sinon. Oui, mais j'ai un exemple. Je vous disais, j'anime certains cercles de parole, notamment pour des jeunes papas, dans un organisme communautaire. On ne le fait pas chez nous, on le fait pour d'autres, j'ai envie de dire. Donc, on le fait avec cet organisme communautaire à Montréal. Et un jeune père qui on sentait dans l'espace de conversation qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie qui lui pesaient. Et à la fin du cercle, je lui dis, mais c'est magnifique ce que tu as partagé. On a été une caisse de résonance pour accueillir ça. C'est très beau. Mais je crois que tu aurais besoin d'un soutien plus régulier, notamment avec un psychologue, en tout cas avec un thérapeute, etc. Et sa réaction, c'était de dire, mais non, je ne suis pas fou. Et un peu, j'ai envie de dire, un peu des vieux réflexes. C'est quelqu'un qui avait même pas 30 ans. Parce que dans sa famille, dans son histoire, dans ses collègues, ce n'est pas quelque chose dont on se parle, d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un thérapeute. Et cette conversation-là, je l'ai revue 2-3 mois plus tard. Il m'a dit, Michael, j'ai un thérapeute maintenant. Ça me fait du bien. Et d'avoir cet espace-là, de se sentir, à la fois de se permettre d'être vulnérable, de dire, je ne vais pas bien, je ne sais pas si je peux aller chercher de l'aide parce que ce n'est pas autorisé dans mon code à moi. Et en plus, de sentir que tu es accueilli avec ça et que la réponse est « mais va chercher de l'aide, tu as besoin d'aide. De ce que j'entends, tu as besoin d'un soutien. » C'est cette acceptabilité que oui, on est un homme, mais on peut être vulnérable, on peut avoir besoin d'aide et que l'aide va nous être utile et pertinente. Donc oui, ça c'est un des beaux exemples que j'aime citer. Quand j'avais fait l'entrevue avec Michel Doré, il soulignait le fait que les femmes étaient très entourées, avaient beaucoup d'amis, et comme elles les expriment leurs émotions, en quelque sorte, elles nettoient au fur et à mesure les émotions au lieu de laisser ça grandir, et tout à coup, il y a une violence qui s'empare parce que c'est comme une marmite, là, ça mijote depuis un certain temps et on perd un peu le contrôle de tout ça. Et lui, il disait que les hommes n'ont peut-être pas autant d'amis, ou quand ils ont des amis, c'est plus, comme vous le disiez tout à l'heure, des discussions, les Canadiens, la politique, des discussions qui sont en dehors des émotions. Oui, mais oui, je reviens beaucoup sur la socialisation parce que pour nous, c'est notre angle d'attaque. Il faut socialiser les hommes autrement. C'est pas nous qui avons décidé qu'on n'avait pas d'émotions ou qu'on ne savait pas les exprimer. C'est parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Alors qu'effectivement, les femmes, il y a quelque chose de beaucoup plus valorisant. Mais oui, entre les filles, vous allez vous parler, etc., même à l'enfance. Donc oui, les hommes vivent une grande solitude émotionnelle, même s'ils sont entourés éventuellement. Et je dis bien éventuellement, parce que ce n'est pas toujours le cas. On sait que souvent, là où on peut s'exprimer, c'est finalement avec notre conjointe, pour la plupart des hommes, mais qui ne vont pas s'exprimer avec leurs amis gars, parce qu'on ne nous apprend pas ça, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la vulnérabilité, on n'est pas dans l'intimité, c'est quelque chose qui nous rend très inconfortable, parce qu'on ne nous apprend pas
à aller sur ce chemin-là. Et donc, les hommes, effectivement, sont seuls. Et quand il y a un problème financier, problème de sexualité, problème de professionnel, avec qui on en parle? Le réseau est extrêmement ténu. Et c'est ce qui fait que dans les cas de rupture, les femmes pleurent beaucoup, mais ultimement, on se rend compte que c'est les hommes que ça dévaste parce que tout l'émotionnel était dirigé, en fait, c'était avec sa conjointe. Il pouvait se confier, donc il n'y avait pas nécessairement d'autres endroits, d'autres personnes à qui parler. S'il n'y a plus la conjointe, là, on se retrouve encore plus seul, effectivement. Alors que les filles, effectivement, les femmes vont aller retrouver leurs copines de filles. C'est un peu le classique, mais ça, c'est quand même ça la réalité. Et c'est ça. Et ce qui me rend perplexe un peu, c'est qu'effectivement, avant, quand on parle de l'éducation, on entendait que c'est les pères qui disaient, bon, un homme, ça pleure pas, etc., etc. Et je me disais spontanément, avec une autre génération de pères, ça va se corriger. Mais là, on voit justement ces mouvements masculinistes-là, donc qui est le reflet d'une sorte de vide. Comment on réussit à le remplir, ces vides-là? Oui, je pense que quand même, moi, je voudrais juste relativiser que ces mouvements masculinistes, on en parle beaucoup. Ça ne rejoint pas tous les hommes. Oui. Je pense qu'il y a une place dans peut-être que notre les peur médias. Est plus grande que... ça existe, c'est sûr, mais ce n'est pas tous les hommes qui se sentent interpellés par ce discours-là, heureusement. Heureusement. Oui. Mais, et heureusement aussi, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne se sentent plus interpellés par le patriarcat et justement cette invulnérabilité-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un chemin, je crois, quand même relativement large qu'il faut trouver entre les deux, entre l'ancien modèle du patriarcat et ce que tente de revamper un peu en termes de marketing les masculinistes, mais je pense qu'il y a une voie du milieu où beaucoup d'hommes cherchent quelque chose de plus apaisé, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus ancré dans ce qu'ils sont comme humains, et au-delà du fait d'être homme ou pas homme, d'être humain. Et donc cette opportunité pour répondre à ce vide-là, c'est ça, c'est de proposer ces espaces de discussion, de conversation, d'introspection, et de mettre de l'avant des modèles. Quand on regarde on écoute les grands films, les héros sont les héros musclés, stoïques, etc., etc. Dans l'imaginaire collectif. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais dans l'imaginaire collectif, c'est très, très présent. Comment on peut inventer d'autres types d'histoires, d'autres modèles, d'autres héros qui sont beaucoup plus nuancés, on va dire. Oui, et ce qui est pernicieux, et là, je me permets vraiment une opinion personnelle comme femme, autant on dit qu'on veut des hommes qui ont une intelligence émotionnelle. Je vois dans votre regard, vous savez où je m'en vais. Oui, je crois, oui. En même temps, mon fils de 21 ans, qui a cette douceur-là, se fait souvent friendzoner. Donc, on considère que... et il me dit, puis il est d'une jeune génération, j'ai pas l'air assez homme pour elle. Et moi, quand il m'a dit ça, j'étais complètement à l'envers parce que je me dis, il faut que la femme, si elle dit qu'elle valorise l'intelligence émotionnelle, il faut qu'elle soit capable d'accueillir cette vulnérabilité-là sans dire « Ah ben, tu sais, il se tient pas, c'est pas un homme ». Il y a ça aussi. Absolument. Quand on a lancé des hommes qui changent, le nom le dit. Quand on a fait un événement de lancement et quelqu'un est venu me voir, il me dit « Mais c'est intéressant, mais est-ce que les femmes devraient changer aussi si les hommes changent ?» Et effectivement, à l'époque, on ne l'avait pas vu, c'était un angle mort de notre départ. Mais effectivement, c'est le cas. Et puis... j'ai un autre exemple, une amie femme qui m'a appelé un jour un peu en pleurs en me disant « Mais là, mon chum, il est en pleine réflexion et tout ça, il est en train de changer plein de choses. Et je ne sais pas quoi faire, je panique. » Ah oui? Ah ben oui, effectivement, déstabilisé complètement parce qu'effectivement, alors que ça fait des années que tu lui reproches de ne pas être dans cette sensibilité-là ou dans cette ouverture-là, puis tout d'un coup, il s'en approche et là, tout d'un coup, tu ne sais plus quoi faire. Donc oui, effectivement, et puis le patriarcat, si on revient sur ça, ça nous brainwash et les hommes et les femmes. Donc effectivement, on est formaté pour être dans des rôles où la femme, on lui apprend à aimer finalement l'homme, le rock, le pourvoyeur, etc. Donc, j'y vais encore dans les grands traits. Non, mais vous parlez quand même de la filmographie. Mais ben voilà, c'est ça, c'est quand même très, très présent dans l'imaginaire collectif. Donc oui, effectivement, si tout d'un coup l'homme prend un pas de recul par rapport à cette espèce de force immuable, ben, ça peut effectivement perturber certaines femmes. Ben, ce serait bien je sais pas, j'ai pas vu si vous avez déjà fait une liste de films où on voit de beaux exemples. On commence à le documenter, mais il y en a pas tant que ça. Il y a eu la série Belle Fleur qui a fait beaucoup parler depuis un an et demi, qui a une super belle, une belle démonstration. La série Ted Lasso où on voit ce coach de soccer là, qui
complètement hors norme par rapport à ce qu'on peut imaginer dans le monde sportif, etc. Donc, c'est quelques exemples qui me viennent en tête, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Il n'y en a pas encore tant que ça, je pense, des exemples. Il y en a évidemment certainement plein d'autres que j'oublie, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses à faire devant nous. Michael, comment on peut aider des hommes qui changent? Venez vous abonner à notre infolettre, à nos médias sociaux pour participer finalement à ces réflexions, à ces conversations. Je disais qu'on est beaucoup dans le bénévolat en ce moment, donc je pense qu'effectivement, philanthropie et soutien financier sont évidemment les bienvenus parce qu'il y a beaucoup à créer, je le disais, mais il faut créer ces contenus, cette information, ces ateliers, ces conférences qu'on a commencé à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup à faire. Merci beaucoup, Michael Carlier, qui a fondé Des Hommes qui changent avec un comité aviseur. On n'a pas eu le temps d'en parler. On en parlera peut-être dans le cadre d'Inclusion Inc. J'en profite pour remercier les super hommes de notre émission, les héros anonymes, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et notre super femme Catherine Bourderon, et moi, Chantal Doré au micro. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles sur nos plateformes de balado-diffusion. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve très bientôt. Bye!